Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avec vous au quotidien où on va vous parler en ce mois de décembre de générosité. Oui, les fêtes de fin d'année sont bien souvent synonymes de fêtes, de cadeaux, mais aussi de donations et autres gestes altruistes en faveur de sa famille ou bien d'associations et de fondations. Mais à qui et dans quelle mesure peut-on donner? Comment les associations et fondations mettent à profit la générosité de leurs donateurs? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités qui sont présents sur ce plateau. Cédric Freysenon, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes notaire à Mignac-Morvan et vous êtes aussi président du Centre de médiation des notaires bretons, la médiation dont on a déjà parlé dans nos émissions. Et puis en face de vous, nous avons Nicolas Bloin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association À vos soins et on va revenir dans quelques instants sur la vocation de cette association qui fête ses 8 ans, je crois, cette année. Alors, quand on pense à la générosité, on pense souvent à la générosité envers sa famille, c'est ce qui vient en premier lieu en tête. Est-ce que les fêtes de fin d'année sont une période où on vient beaucoup vous consulter dans les études par rapport à cette question ? Non, pas spécialement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre faire des cadeaux et puis se lancer dans une démarche de donation. Donc non, je dirais que c'est tout au long de l'année. Voilà, mais c'est un sujet en tout cas qui préoccupe les gens qui poussent la porte de vos études. Oui, c'est un sujet récurrent, ça, d'organiser son patrimoine, donner à ses enfants, oui. Et justement, est-ce qu'il serait opportun, peut-être en début d'émission, de faire la distinction peut-être entre héritage et donation? On a peut-être tendance à confondre un peu les choses. Oui. Alors c'est vrai que les deux choses sont vraiment très liées, mais bon, on va parler plutôt de donation quand on donne un bien, quel qu'il soit, de son vivant, et puis d'héritage, évidemment, en lien avec des legs ou des testaments, mais pour organiser sa succession lors d'un décès, évidemment. Oui, donc là, ça change un petit peu, effectivement, les choses quand on organise ou quand on donne à l'instant T. Il y a des spécificités dans chaque domaine, effectivement. Alors, à qui et dans quelle mesure peut-on donner, Cédric Freysenon, au regard du droit? Parce que tout ça est quand même bien encadré. Effectivement, c'est le Code civil qui va déterminer tout ça. Donc vous pouvez donner de façon assez large, mais selon les configurations familiales, vous allez être limité par des règles qu'on appelle la réserve héréditaire, la quotité disponible. Donc par exemple, quand vous avez des enfants, vous n'allez pas pouvoir transmettre l'intégralité de votre patrimoine à d'autres personnes que vos enfants. Alors, on va exclure de ça peut-être les petites sommes d'argent, par exemple des grands-parents qui donnent à Noël à leurs petits-enfants quelques centaines d'euros. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on peut appeler la donation? Non, là on est plus de l'ordre du cadeau, de fait, ce qu'on qualifié en droit de présent d'usage. Donc c'est à un moment bien déterminé, une occasion bien déterminée, un anniversaire, Noël, une fête. Les grands-parents ou qui que ce soit va faire un cadeau d'une somme d'argent qui reste relativement modeste. Donc ça, c'est en dehors du champ du droit. Oui. Vous parlez de modeste, mais tout ça est finalement assez subjectif quand même. Oui, ça va dépendre de chaque situation familiale, de la capacité contributive de chaque personne. Donc c'est vrai qu'un cadeau pour des personnes qui ont des revenus modestes va être plus limité que pour des personnes qui ont des revenus bien plus conséquents. Oui, par exemple, on a une petite retraite, on a juste un peu d'argent sur un livret A. Si on commence, on a 3 enfants et qu'on leur donne chacun 3 ou 4 000 euros, là c'est peut-être un peu... Effectivement, il peut y avoir des conséquences en termes d'égalité entre les enfants, il faut y réfléchir. Oui. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un met son nez là-dedans? C'est-à-dire que qui va vérifier objectivement qu'on a peut-être dépassé les limites? Les limites, il peut y avoir des contrôles fiscaux lors des successions, puisque lors d'une succession, il y a des obligations déclaratives spécifiques. Quand vous faites des dons, il y a des obligations déclaratives également, donc il peut y avoir des contrôles fiscaux, ou même en cas de mésentente familiale, si l'un ou l'autre se sent lésé par rapport à ses frères ou sœurs. Quand on n'a pas d'enfants, on peut quand même donner, j'imagine, à d'autres membres de la famille, mais est-ce que là, la fiscalité est du coup différente? Oui. Quand vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez donner à qui vous voulez, des frères et sœurs, des neveux et nièces, avec une fiscalité qui est un petit peu plus importante que lorsque vous donnez à vos enfants. D'accord. Et dans une mesure, à partir d'une certaine somme d'argent, ou là, si par exemple je donne à l'occasion de Noël encore quelques centaines d'euros ou même 1 millier d'euros par exemple à un neveu, une nièce? Ça va dépendre de chaque situation. Alors après, chacun va ressentir un peu intuitivement ce qui est de l'ordre du cadeau, de ce qui est l'ordre vraiment de la donation qui est plus organisée. Quelles sont les démarches pour être en conformité avec la loi, on va dire, Cédric Freysenon?
pour être en conformité, alors ça va être plutôt avec la loi, le droit fiscal, la fiscalité, donc il y a des obligations déclaratives. Donc et de toute façon, ça ne mange pas de pain en quelque sorte d'aller déclarer toute donation, puisqu'il y a des seuils d'abattement. Donc en termes, quand vous donnez des sommes d'argent, lorsque vous avez moins de 80 ans, que vous donnez à vos enfants, vous allez pouvoir donner jusqu'à 31 865 €, si on veut être précis, sans fiscalité. Donc, si en somme d'argent. En somme d'argent. Voilà. Donc si vous faites un don de 5 000 €, allez le déclarer, vous ne paierez pas d'impôt de toute façon. Et de l'autre côté, la personne qui reçoit ce don n'est pas obligée non plus de l'intégrer dans sa déclaration fiscale. Non, c'est deux fiscalités différentes. Une fois que c'est déclaré, c'est les droits de donation, mais on ne le déclare pas dans son revenu. Et une autre chose importante, au-delà de la fiscalité, qui peut un petit peu accaparer les esprits, il faut bien aussi réfléchir, quand vous donnez à l'un de vos enfants, est-ce que vous donnez en avance sur sa part plus tard? Est-ce que vous voulez l'avantager par rapport aux frères et sœurs? Donc là, il y a des questions importantes et c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner avant de faire ce genre de démarche. Oui, parce que chaque situation, effectivement, est particulière, d'où l'intérêt d'aller prendre de bons conseils. Effectivement. Alors, évidemment, on peut être généreux dans le cercle familial, mais aussi en dehors. Et on peut donc procéder à des donations et à des legs en faveur d'associations comme la vôtre, Nicolas Blouin. À vos soins a pris racine en 2014 dans le pays de Saint-Nazaire et vous avez donc mis sur pied un centre de soins infirmiers pour démarrer, qui aujourd'hui est un centre de santé polyvalent. Pourquoi l'émergence d'un tel lieu et sur la ville de Saint-Nazaire ? C'est souvent à l'initiative de personnes engagées, mobilisées, etc. Donc c'est une infirmière qui a réuni des citoyens autour d'elle. On en faisait partie, on était un peu plus jeunes qu'aujourd'hui. On s'est lancé dans une aventure associative qui avait pour objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins. Elle avait fait une étude sanitaire sur le territoire de Saint-Nazaire et il s'avérait qu'il y avait une difficulté d'accéder aux soins infirmiers, puis aux soins de médecins généralistes, comme un peu partout maintenant, malheureusement, en France. Et donc, on a créé ce centre de santé qui a une vocation, c'est d'accepter tous les types tous les patients et de faire tous les types de soins, en généralisant le tiers payant. Donc on va dire en réduisant la difficulté d'accéder par l'aspect monétaire. Oui, parce que là, on n'avance pas les frais de santé, on arrive et le tiers payant étant présent, on n'a pas besoin de débourser le prix de la consultation. Exactement. Et puis, on a transformé ce centre de santé infirmier en centre de santé polyvalent en achetant une vieille ferme abandonnée dans un quartier prioritaire. Et on avait commencé avec 2 infirmières à mi-temps. Aujourd'hui, on a 7 infirmières plus 4 médecins qui occupent ce bâtiment dans le quartier de Saint-Nazaire. Et ce centre, il fonctionne bien, ce qui veut bien dire qu'il y avait un vrai besoin sur le territoire. Il y avait un vrai besoin et de toute façon, il y a des attentes de la part de la population puisque sur Saint-Nazaire, je crois qu'on est à 6 ou 7 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Donc de toute façon, on va devoir faire avec moins et des besoins en soins et en santé qui sont de plus en plus importants. Mais tout ça dans une forme associative à but non lucratif. C'est-à-dire que nos médecins et les infirmières ont un salaire fixe et ne sont pas rémunérés en fonction du nombre de consultations. Et comme on a des publics qui peuvent être un peu plus, on va dire, en difficulté, fragiles, pour des problématiques de traduction, pour des problématiques d'addiction, ça demande plus de temps, en fait, à passer avec ces patients, finalement. Et on va essayer de s'astreindre à se concentrer sur la qualité du soin et pas sur le nombre de passages ou de consultations qu'on doit faire dans la journée. Nicolas Blouin, vous avez décidé de pousser les portes entre guillemets de Saint-Nazaire, puisqu'à côté de ce centre, depuis 2017, vous avez décidé de vous lancer dans l'itinérance avec le projet Marsouin. Et plutôt qu'un long discours, nous allons regarder cette vidéo réalisée en interne. C'était en 2021. Le projet Marsouin, c'est un camion de prévention, une unité mobile qui circule dans les territoires, dans les villages, dans les quartiers, sur les places de marché et qui propose des dépistages gratuits pour les gens. Ils sont anonymes, ils sont ouverts à tous. On voulait s'attaquer à un sujet important, c'était l'accès aux soins pour tous, de proposer un projet de solidarité qui rapprochait les professionnels de santé de ceux qui pouvaient en être éloignés. On voulait que tout le monde puisse y avoir accès comme une sorte de service de santé publique en fait. Donc on a un camion à Saint-Nazaire et un camion dans le Nord Finistère. On a une quinzaine de professionnels de santé qui interviennent dans le camion.
sur différentes thématiques, du coup dépistage auditif, visuel, dentaire, des bilans sages-femmes. Il y a aussi la thématique de l'addiction, du bien-être et puis des dépistages VIH. Light over my feet, hidden inside. Wanted a sense, but my memories light over my pain. Exploding. Je trouve que ça me permet de faire une médecine plus lente que ce que je faisais en cabinet, d'aller au-devant des personnes, de le faire complètement gratuitement. C'est également quelque chose d'appréciable, d'important dans la pratique médicale. Et puis d'avoir affaire en général à des gens très sympathiques, qui nous accueillent bien, qui sont contents de nous voir. Ce sont des gens qui vont peu se déplacer en consultation et qu'on va pouvoir aller chercher au plus près de leurs habitudes de vie. Pays de Landerneau, Crozon, Le Fou, Châteaulin, Pont-de-Nuit, Yervillac, enfin les petites communes rurales alentour du pays de Brest, on va dire. Les gens sont, dans un premier temps, surpris de la démarche, agréablement surpris, parce qu'ils se disent, certains disent, mais c'est pas possible, où est-ce qu'elle est l'entourloupe, quoi. Et au final, ils se rendent bien vite compte que c'est tout à fait gratuit et sans arrière-pensée, on va dire. Du coup, les gens se lâchent encore plus facilement après, quoi. À la discussion, c'est sympa. Light over my feet, hidden inside. I wanted a sense, but my memories light over my pain. Exploding. C'est formidable, hein. C'est même j'ai du mal à y croire, tellement c'est vrai, hein. Étonnée et très contente. Ici en campagne, c'est compliqué des fois pour avoir des rendez-vous, les délais d'attente. Déjà pour trouver un ophtalmo, c'est pas la rigolade. Même pour le dentiste, c'est pareil, hein, maintenant. Ça nous permet de discuter déjà avec les gens qui attendent. Très sympathique, j'ai posé des questions et il a bien répondu, tout. Il m'a bien expliqué, quoi. J'étais en confiance parce que tout le monde est sympathique. Surtout avec des enfants, des petits, c'est important pour les mettre en confiance. En plus, il est très joli. Il est très coloré et très bien, à l'intérieur aussi. On reviendra pour les oreilles. C'est très gentil à toute l'équipe, hein, vraiment. Un grand merci. Nicolas Blanc, on le voit, hein, c'est un sujet assez touchant, très humain. On voit bien que là encore, vous répondez à un vrai besoin dans ces territoires ruraux et très éloignés du soin aussi une nouvelle fois. Ouais, ça répond à une problématique, comme on le disait pour le centre de santé, de terrain, d'accès aux soins, de mobilité pour certaines personnes. Et notre idée, ça a été de proposer une solution. Donc, ce sont des dépistages, comme vous l'avez compris, ce ne sont pas des soins, mais qui vont être le plus près possible de la population, dans des petits villages, dans des quartiers, dans des écoles, dans des centres de formation, des distributions alimentaires, etc. On recrée aussi là du lien social. Hein, Énormément. Énormément de liens sociaux, de l'échange. C'est parfois aussi libérer la parole. Du coup, on a des équipes de bénévoles à qui on donne des clés pour pouvoir orienter les personnes qui ont des problématiques sur telle ou telle solution, enfin sur tel ou tel problème, vers des associations, vers des services de l'État qui vont pouvoir leur répondre. L'idée, on prend souvent cette image de la sentinelle qui va se déplacer au plus près et en même temps va être haut-parleur, c'est-à-dire qu'elle va donner de l'information, que ce soit sur l'individu en tant que tel, sur le dépistage, ou sur l'accès aux droits ou l'accès aux soins en règle générale sur le territoire. On a vu le camion Marsouin du bout du monde. Vous avez 2 autres camions avec à chaque fois des professionnels, des bénévoles mobilisés. Effectivement, c'est le Marsouin du bout du monde qui est sur la presqu'île de Crozon, le pays de Landerneau. Donc on va osciller entre Yervillac, Le Fou, Camaret, Crozon, etc. Et puis on a le premier camion qui était celui de Saint-Nazaire qu'on a créé en 2017, qui va graviter autour de la commune de Saint-Nazaire, mais essentiellement à Saint-Nazaire, et puis un petit peu les territoires ruraux autour. Et puis là, depuis mars dernier, on est présent sur Châteaubriand, le nord du département de la Loire-Atlantique, avec le camion qui est sur la Comcom de Châteaubriand-d'Herval. Et c'est une première pour nous sur la Loire-Atlantique où en fait on a conceptualisé un peu un essaimage de ce dispositif-là et il dépasse toutes les attentes en termes de fréquentation, etc. 11 consultations à peu près toutes les 2 heures. En moyenne, sur une action, comme c'est sans rendez-vous, c'est gratuit, c'est accessible à tous, etc. Quand on arrive le matin, quand les équipes arrivent le matin avec les bénévoles, les cordeaux, on ne sait jamais si on va avoir du monde. Ouais. Quand on regarde les chiffres, on a fait plus de 6700 dépistages. Et en moyenne, on est entre 8 et 11, donc 11 pour Châteaubriand et 8 pour les 2 autres. Tout ça, ça demande des moyens financiers importants. Un camion, déjà, à l'achat, ça coûte...
Un camion à l'achat, pour nous, on arrive à trouver des camions d'occasion qu'on retape avec des chantiers d'insertion, on mobilise des équipes, des associations, etc. Donc c'est 50 000 €. Un camion neuf, c'est 200 000 €. Et après, il faut le faire fonctionner, ce camion. Et après, il faut le faire fonctionner. Et un budget, c'est à peu près 100 000 € qui vont prendre beaucoup en compte, enfin, en tout cas dans les charges, c'est de l'humain, c'est la coordinatrice, parce qu'on n'a que des femmes qui coordonnent nos camions, c'est le premier poste de dépense. Et après, il y a le matériel, il y a l'essence, le loyer, etc. Et alors, quels sont vos moyens financiers aujourd'hui? Comment vous financez ces camions et puis le centre de santé Le centre de santé, c'est assez basique, puisque du coup, on est sur des rémunérations qui sont liées à la sécurité sociale par rapport au nombre de consultations, etc. Mais on a aussi des donateurs, des fondations qui nous aident. Sur le concept du Marsouin, comme on est sur de l'acte gratuit de prévention, de dépistage, etc., il y a 0 ticket de caisse ou carte bleue ou carte vitale qui passe. Donc c'est des subventions des collectivités, de l'ARS, de la région, des départements. Agence régionale de santé. Ouais. Agence régionale de santé. C'est vrai que dans la santé, on est très fort pour les acronymes. C'est vrai. Et après, on a, donc ça c'est à peu près la moitié du budget. C'est un budget qui est assez conséquent parce qu'on avait commencé avec un tout petit camion, mais maintenant on en a des plus gros et plus nombreux. Donc sur 500 000 €, on est à peu près à la moitié. Et l'autre moitié, c'est des fondations, des entreprises mécènes et puis des dons de particuliers. Et justement... Beaucoup de bénévoles aussi. Et justement, la Fondation des notaires qui a vu le jour il y a à peu près 6 mois aide ce projet Marsouin. À quelle hauteur et pourquoi ? Effectivement. Alors pourquoi ? Parce que les notaires ont voulu s'inscrire dans ces démarches de solidarité auprès des familles et puis avec un impact local fort, en constatant, comme on l'a un peu tous fait, l'augmentation des inégalités, sans doute suite à la crise sanitaire. Et pour l'instant, c'est à hauteur de 10 000 €. Donc oui, pas négligeable dans le budget, effectivement. Aujourd'hui, sans les subventions, qu'elles viennent de la Fondation des notaires ou autres, vous ne pourriez pas faire fonctionner ces camions. Alors, franchement, tous les acteurs sont importants dans l'histoire d'Avosoin et en particulier du Marsouin. Les fondations en font partie. Les fondations, en règle générale, et les entreprises ont été les premiers à nous soutenir. Avec les citoyens, quand on a fait un crowdfunding, enfin une levée de fonds, ce sont plutôt les entreprises et les fondations avec les particuliers qui nous ont aidés en premier. C'était assez simple à lever. Et après, on a été convaincre les collectivités et les différentes autorités. Les bénévoles, vous en avez touché un mot, oui. Sans eux, rien ne serait possible. Et c'est important de noter que dans la générosité, il n'y a pas que la générosité en somme d'argent sonnante et trébuchante. Alors, complètement. On peut imaginer le plus beau des camions dessinés par les enfants, etc. Si on n'a pas les professionnels de santé qui donnent du temps pour venir faire des actions de manière bénévole dans le dispositif, ou des chauffeurs ou des accueillants et des accueillantes, ça ne marcherait pas. C'est vraiment l'alchimie d'une bonne volonté avec les compétences des uns et des autres qui fait que ça fonctionne. Cédric Freysenon, la Fondation des notaires, plus largement, son objectif, c'est quoi ? C'est d'accompagner tous ces projets en termes éducatifs, d'accès aux soins, toutes ces démarches sociales en vue du bien commun. Vous soutenez d'ailleurs d'autres projets, d'autres associations, on peut prendre quelques exemples. Oui, donc il y a une chambre de néonatalité en lien avec le CHU de Nantes, donc c'est le projet BERS. On a également soutenu le projet Fratrie, qui est une maison inclusive, qui va amener des jeunes actifs à vivre avec des jeunes adultes atteints de handicaps mentaux. Donc là, il y en a une à Nantes qui est déjà en fonctionnement. Et puis, il y a un projet à Rennes, en lien avec la Fondation Abbé Pierre. Et c'est déjà pas mal. Comment elle fonctionne ? Comment elle est dotée, cette fondation ? L'idée, c'est de transformer chaque acte de notaire en un acte de générosité. Donc le notaire... Un acte, 1 euro. C'est ça, voilà.
Tout simplement. Signature d'un acte, le notaire va verser 1 € à la fondation. Et vous êtes quand même 1400 notaires. On est 1400 notaires et puis on est amené à recevoir 400 000 actes chaque année. Donc si tout le monde s'y met, c'est vrai que ça fait des belles dotations. Après près de 6 mois d'activité, on en est où? Combien de notaires adhèrent? Déjà 25% des notaires ont adhéré à la fondation. Donc, petite marge de progression. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais il faut que l'information vienne, que chacun se penche un petit peu sur la question. Donc des émissions comme celle-ci, ça va permettre de développer tout ça. Juste un mot, est-ce qu'on a la possibilité de tout donner à une fondation ou une association quand on pense à la donation? Alors, donner, c'est dessaisir irrévocablement tout de suite de ses biens. Donc ça peut être un petit peu compliqué déjà d'un point de vue pratique de tout donner. Alors ça va peut-être être plutôt l'idée de léguer, de transmettre lors de son décès. Là, ça va être selon chaque cas. Si vous avez des enfants, c'est ce qu'on disait en début d'émission, vous êtes limité par ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Si en revanche vous n'avez pas de descendants directs, oui, rien n'empêche de tout léguer à des fondations, à des associations. Donc pas toutes les associations, il y a des critères, de droit civil, il faut qu'elles soient reconnues, et puis il y a des critères de droit fiscal. Messieurs, dans un instant, on poursuit cette discussion, mais maintenant c'est l'heure de notre chronique Actu avec Vincent Lemay qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie. Alors c'est la fin de l'année et donc la bonne période pour mettre en application les résolutions financières face à l'inflation. Alors on dit que souvent, usuellement, il est intéressant de revoir ces contrats, aussi bien d'assurance, bancaire, ou tous ces contrats de façon générale en fin d'année, donc soit au mois de décembre ou en tout début d'année, au mois de janvier. C'est également le moment, là pour le coup, le 31 décembre, c'est une date fatidique puisqu'on va arrêter l'année civile, donc l'année fiscale. Et vous pouvez faire également des donations. Les dons sont défiscalisants pour la plupart, donc vous pouvez faire des donations évidemment à la Fondation Notaire et Breton. J'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais pas que, ça peut être également à Marsfin ou d'autres associations, bien évidemment. On va parler du renforcement de la sécurité du CPF. Alors le CPF, c'est le compte professionnel de formation. Tous, vous recevez, et je reçois bien évidemment beaucoup d'appels frauduleux en disant que j'y me reste énormément de points ou de possibilités pour pouvoir faire une formation demain. Sachez qu'il y a beaucoup d'escroqueries, effectivement. Vous devez passer depuis le 25 octobre 2022 sur la plateforme qui s'appelle Mon Compte Formation. Pour ça, il vous faut un compte France Connect. Et le compte France Connect, ça passe par la poste, par l'identité numérique. Voilà, pour sécuriser effectivement et pas se faire arnaquer sur ce compte personnel de formation. On termine en parlant de l'évolution de la taxe foncière qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2023. Alors, en ce qui concerne l'immobilier, vous avez 2 taxes qui arrivent dans les poches des collectivités locales. Vous avez la taxe d'habitation et la taxe foncière. La taxe d'habitation est vouée depuis 2 ans à diminuer et à être totalement supprimée à horizon 2023. Mais en contrepartie, la taxe foncière va augmenter. On a ce qu'on appelle des valeurs locatives cadastrales de référence qui vont augmenter. Et donc, on pourrait subir des hausses aux alentours de 7 à 10% de la taxe foncière courant de l'année 2023. Merci beaucoup Vincent Lemay. Vous restez avec nous pour nos questions de téléspectateurs. La première est celle-ci. Que faire pour mon partenaire pacsé si je veux qu'il reste dans le logement que nous occupons ensemble si je venais à disparaître? Alors, Cédric. Eh bien, il faut y penser à l'avance et organiser la transmission entre guillemets du logement. Alors le plus simple en général, c'est pour des personnes qui sont pacsées, c'est de prévoir un testament au terme duquel sera légué l'usufruit du bien. Donc l'usufruit, c'est essentiellement le droit d'habiter et puis éventuellement le droit de percevoir les revenus. Il faut rappeler que quand on est pacsé, on n'hérite pas l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de protection légale l'un dans l'autre. Donc on a l'obligation, si on veut se protéger, de faire un document complémentaire. C'est-à-dire faire un testament, ce qu'on disait à l'instant. Et l'usufruit dont on parlait, c'est pouvoir notamment jouir d'un bien, c'est-à-dire pouvoir notamment y loger, y habiter. Donc un testament est nécessaire si vous êtes pacsé pour vous protéger. Une deuxième question, j'ai 85 ans et je voudrais faire une donation à mes enfants équitablement tout en conservant quelques revenus pour ma retraite. Que faire dans ce cas-là, Cédric ?
Et bien là, pour le coup, il faut organiser donc cette transmission de biens par le biais de ce qu'on appelle une donation-partage, qui va allotir, donner à chacun des enfants des biens spécifiques pour préserver l'égalité entre eux, et puis se réserver, une fois encore, donc on parle encore de l'usufruit, se réserver cet usufruit sur les biens donnés pour pouvoir conserver un revenu. Dernière question, je souhaite faire un don à une association, puis-je prétendre à une déduction fiscale? Peut-être Nicolas Blanc, vous allez pouvoir nous renseigner sur cette question. Oui, je vais faire attention à ce que je dis, mais logiquement, oui, avec une certaine limite, mais il y a une déduction fiscale de 66%. Et voilà. En fait, il faut que l'association soit reconnue d'intérêt général. Et vous délivrez un reçu fiscal, vous, par exemple, pour attester de cette donation et donc de la déduction fiscale qui va y être assortie. On arrive donc au terme de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. J'ai quand même une dernière question pour vous, Nicolas. Quels sont les prochains projets pour À vos soins et les camions marsouins? On en a plein, mais celui qui va arriver là très bientôt, en début d'année 2023, c'est le marsouin de Redon. On a une nouvelle collègue qui pilote le projet là sur Redon, et le camion il est en chantier, il va être repeint et il va bientôt être sur les routes de Redon et de l'Aglo prochainement. Voilà, d'ici le mois de février, je crois. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous l'avez compris, vous pouvez être donc généreux en cette fin d'année, mais aussi tout au long de l'année, que ce soit en argent aussi, en donnant de votre temps à ces associations et à ces beaux projets qu'on retrouve partout sur notre territoire. Je vous souhaite une très bonne fin d'année à tous et on se retrouve en 2023 pour de nouvelles éditions d'Avec vous au quotidien.